que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'open data et les données de santé, avec quelques considérations juridiques et un certain nombre de situations qui m'ont été, de questions qui m'ont été soumises. Donc, j'ai vraiment pris ces questions, disons, pour faire un chemin et passer à travers. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, c'est une présentation générale des normes applicables à ces situations de données de santé dans la recherche, discuter les questions qui ont été soumises, et puis je vous dis déjà qu'il y aura un focus relatif à la loi fédérale sur la recherche sur l'être humain, qui se rapporte à la recherche sur les maladies humaines, sur la structure et le fonctionnement du corps humain, puisque cette thématique-là est intimement liée aux données de santé. Donc, autant vous dire qu'en 45 minutes, c'est assez difficile de traiter de tous les sujets qui seraient importants de traiter. Il faudrait plutôt quelques journées. Donc voilà, il y a des limitations. Tout n'est pas traité ici, mais on peut en discuter à la fin si vous le souhaitez. D'abord, en guise d'introduction générale, je dirais que je vais présenter les sources juridiques et ces normes. Donc, ce qu'il faut partir comme constat initial, et je pense que si vous êtes chercheur dans ce domaine, vous vous serez déjà rendu compte de ça, c'est qu'il y a passablement de normes, il y a beaucoup de normes qui peuvent s'appliquer aussi bien au niveau du droit international, avec une convention, par exemple, du Conseil de l'Europe qu'on appelle la Convention 108 plus sur le traitement des données personnelles et qui impose de manière contraignante des obligations à la Suisse, par exemple, qui est partie à cette convention internationale. Puis à côté de ça, des textes de lois régionaux, nationaux et cantonaux, comme le RGPD, Règlement général sur la protection des données dans l'Union européenne, des textes comme l'IPA sur les données dans le domaine de l'assurance, mais qui traite des données de santé aux États-Unis. Et puis si on se rapporte à la Suisse, et je vous en dirai un petit peu plus après aussi, on a notamment la loi fédérale sur la protection des données, mais aussi, et c'est important pour le cas des HES, des lois cantonales sur la protection des données. À côté de ça, on a d'autres euh, textes qui n'ont pas force de loi, mais qui sont notamment adoptés par des organismes privés, comme les normes ISO, par exemple, auxquelles certains textes se réfèrent, par exemple, mais c'est vraiment du droit privé, des recommandations. Et puis à côté de ça, bien des guides. Donc on doit naviguer dans tout ce panorama, je dirais, de normes. Si on veut regarder comment s'appliquent ces différentes normes en Suisse, de manière générale, et ça c'est une des joies du fédéralisme en Suisse, c'est qu'on a différentes lois qui vont s'entreposer. Donc la logique générale, c'est que d'abord, à partir du moment où on traite des données personnelles, on doit respecter des lois sur la protection des données. Et puis là, il y a un partage qui se fait au niveau fédéral et cantonal. C'est-à-dire que si des données personnelles sont traitées par un organe public fédéral, comme la SUVA, par exemple, ou l'Office fédéral de la santé publique, eh bien, on applique la loi fédérale sur la protection des données. C'est aussi le cas pour les personnes privées qui traitent des données personnelles. Donc, si on a une entreprise privée ou si on a une personne privée qui traite des données personnelles, elle est soumise à la loi fédérale sur la protection des données. Il y a une ordonnance aussi, l'OPDO, et donc ça, c'est la loi fédérale. À côté de ça, on a des lois cantonales qui, elles, vont s'appliquer au traitement de données personnelles qui sont traitées par des organes publics cantonaux, mais c'est au sens large. Donc on a l'administration cantonale, mais on a aussi les hôpitaux cantonaux, par exemple, et puis à plus forte raison aussi les établissements de formation qui sont soumis au droit cantonal. Donc vous voyez qu'il y a ce partage-là déjà important ici qui se fait entre les lois fédérales sur la protection des données pour les établissements publics fédéraux et les personnes privées et les lois cantonales sur la protection des données pour les organes publics cantonaux. En plus de ça, on a en Europe ce RGPD que j'ai mentionné avant et qui a une particularité, c'est qu'il a aussi des effets qu'on appelle extraterritoriaux, c'est-à-dire qu'il va déployer des effets à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, pour certaines situations particulières qui vont potentiellement concerner la Suisse et des chercheurs. C'est par exemple si, depuis la Suisse, vous faites de l'offre de biens et de services à des personnes qui se trouvent en Europe, ou alors si vous faites de la surveillance de personnes qui se trouvent en Europe. C'est-à-dire que si dans un projet de recherche, vous distribuez des montres connectées par des personnes qui sont situées en Europe, eh bien, vous devrez vous assurer de respecter le RGPD également, puisque vous tomberez dans ces effets extraterritoriaux.
Ça, c'est le cas des lois générales sur la protection des données. Et donc, la question, c'est, mais les HES, et j'imagine que ça vous intéresse, et là, j'ai pas réussi à savoir s'il y avait une position officielle, parce que une structure assez compliquée, d'après ce que j'ai pu voir, entre la HES, SO et les différentes hautes écoles. Mais la conclusion, en tout cas à laquelle il me semblait qu'il fallait parvenir, c'est que chacune des hautes écoles liées à la HES-SO est soumise au droit cantonal sur la protection des données. Donc une haute école dans le canton de Neuchâtel doit respecter la loi, enfin c'est une convention Neuchâtel-Jura sur la protection des données, donc loi cantonale sur la protection des données. Donc ça, c'est les lois générales sur la protection des données, puis on doit encore réserver l'application de ce qu'on va appeler des lois spéciales, des lois sectorielles. C'est-à-dire que le législateur, quand il a adopté les lois, il a estimé que dans certains domaines, typiquement la recherche sur l'être humain, eh bien, devait faire l'objet d'un encadrement spécifique. Et donc, on va appliquer des règles spécifiques pour certains domaines. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la recherche sur l'être humain, avec la LRH au niveau fédéral. Et puis, bon, il y a des ordonnances d'application, hein, l'ordonnance sur la recherche sur l'être humain, l'ORH, ou pour les essais cliniques, l'OCLIN. Mais aussi, un autre exemple, bien, c'est par exemple la loi fédérale sur le dossier électronique. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le dossier électronique du patient. Il faut distinguer entre le dossier informatisé, c'est-à-dire utiliser l'informatique pour tenir des dossiers médicaux dans des hôpitaux, par exemple, et le dossier électronique du patient, qui est un système en voie de développement qui a un peu de la peine à démarrer pour justement mettre à disposition des espaces, je dirais, pour les patients dans lesquels ils peuvent accéder à leurs propres données au niveau, et c'est réglé au niveau fédéral. Donc, si on prend l'exemple de la LRH, vous avez dit qu'on allait mettre un focus sur la LRH, eh bien, elle va régler de manière spécifique certains points. Par exemple, le recueil du consentement en vue de réutiliser des données et la collecte des données. On verra ça aussi un petit peu plus tard. Mais aussi les conditions de réutilisation des données, les conditions dans lesquelles on peut conserver les données pour faire de la recherche sur l'être humain, mais aussi le principe de l'autorisation pour réaliser des projets de recherche et réutiliser des données dans ce contexte-là. Vous voyez que la LRH, elle va venir se mettre par-dessus ces lois générales et puis régler de manière spécifique des points liés aux données, typiquement la réutilisation ou le consentement. Donc une des questions qu'on doit se poser, c'est de se dire, mais à quoi elle s'applique exactement cette LRH? C'est pas toujours facile de déterminer. Il y a des cas assez clairs, hein, vraiment de réutilisation donnée pour comprendre le fonctionnement, mais si on regarde le champ d'application, c'est vraiment la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain. Et en particulier, donc quand on pense à ça, on imagine évidemment aux essais cliniques, on va faire prendre des médicaments à une personne, alors c'est possible, mais ça concerne aussi la recherche sur les données personnelles liées à la santé. Donc si on fait un bref récapitulatif ici, hein, une des étapes clés qu'on doit se demander, c'est est-ce que je traite des données personnelles? C'est pas toujours facile à déterminer. Et puis ensuite, on va se dire, mais est-ce que je fais de la recherche sur l'être humain? Dans ce cas-là, on va appliquer la LRH dans la mesure où elle va imposer des dispositions particulières. Et puis, s'il n'y a pas de recherche sur l'être humain ou si la LRH ne règle pas la question, on va appliquer les lois générales que je vous ai mentionnées, LPD pour les personnes privées et entités publiques ou loi cantonale sur la protection des données, par exemple les hautes HES, hautes écoles sociales. Bon, la question qu'on va se poser maintenant, c'est de se dire, mais en fait, c'est les données personnelles, c'est quoi? Et ça, il y avait des questions à ce propos-là. Donc, les données personnelles, c'est défini comme des informations concernant une personne physique identifiée ou alors identifiable, pardon. La LRH, elle utilise le terme déterminé ou déterminable. Donc, la question, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour les déterminer? Donc, les données identifiées, c'est relativement facile. C'est quand il y a un nom dessus. Identifiable, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on peut retrouver, relier les données à une personne? Donc, ça, c'est ce que je voulais venir. Enfin, j'ai pris un tout petit peu d'avance sur ce que je voulais dire avant. Ce qu'on va opposer ici, c'est-à-dire que la loi sur la recherche, donc elle est applicable aux données personnelles, mais elle n'est pas applicable aux données qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. C'est-à-dire les données qui ne peuvent pas être mises en relation avec une personne déterminée ou qui ne peuvent pas l'être sans engager des efforts démesurés.
On verra que c'est des définitions qui sont parfois difficiles à manipuler. Donc, une des premières questions qui se posait, c'était de dire, mais quel est le degré d'anonymisation qui est attendu suivant chaque type de données? Et la question, elle indiquait aussi, la question se pose en effet, par exemple, pour les données de recherche en médecine, où une radio ou un scanner peut permettre d'identifier la personne. Ou alors, une autre question, lorsque je réutilise des données de santé fournies par une tierce institution, quel protocole dois-je suivre pour garantir l'anonymisation de ces données? Donc, sous l'angle de la loi relative à la recherche sur l'être humain, si on veut mettre le focus là-dessus, il y a trois catégories de données. Il y a des données en clair, c'est-à-dire les données finalement qui indiquent le nom du patient. Il est clair qu'on peut déterminer la personne. Il y a une autre catégorie intermédiaire, ce sont des données qui sont codées ou pseudonymisées. Ça a une importance pour les conditions de réutilisation du consentement ou les données qui sont anonymisées. Ça, c'est la systématique qui s'applique dans la loi relative à la recherche sur l'être humain. Donc, les données codées, c'est le standard, je dirais, les données pseudonymisées. Pourquoi? Il y a un intérêt à avoir ces données codées parce qu'elles permettent aussi de relier, c'est-à-dire qu'on a une clé qui permet de relier entre le set de données pseudonymisées, codées et la personne. Si on a besoin d'aller rechercher la personne pour avoir des informations complémentaires, par exemple pour faire la recherche, eh bien, on a une possibilité de le faire évidemment sous contrôle. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que quand vous allez pseudonymiser des données dans le contexte de la recherche sur l'être humain, à partir du moment où vous transférez ces données à une autre personne qui va les recevoir, cette personne, ce destinataire, il n'a pas de moyen de réidentifier la personne, mais ça reste, selon la loi sur la recherche sur l'être humain, ça reste des données personnelles soumises à la loi. C'est-à-dire, c'est pas parce que le destinataire à qui on va envoyer des données n'a pas de possibilité de réidentifier les données que tout d'un coup, on peut les considérer comme anonymisées et puis elles sont plus soumises à la loi. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a prévu des formes de consentement qui disent je peux consentir à ce que mes données soient utilisées à des fins de recherche sous une forme codée notamment. Et si vous les considérez comme anonymisées, ensuite vous les perdez dans la nature et vous ne pouvez plus contrôler l'usage de ces données et de ce qui est fait ensuite. Donc ça, ce que je vous dis, et gardez-le en tête, et c'est une des côtés un peu difficiles de la chose, il y en a passablement, c'est que ça, c'est la théorie qui est soutenue et admise dans le contexte de la recherche sur l'être humain. En dehors de la recherche sur l'être humain, on a une théorie inverse qui dit si vous codez ou pseudonymisez des données, que vous les envoyez à un destinataire qui n'a aucun moyen de réidentifier les personnes, eh bien, dans ce cas-là, c'est plus considéré comme des données personnelles. Donc, soyez juste attentifs. C'est pour ça aussi peut-être que vous allez entendre ces deux opinions, mais sachez que dans la recherche sur l'être humain, les données codées, pseudonymisées restent des données personnelles, même pour les destinataires. En dehors de la recherche, on a plutôt la théorie inverse qui dit si vous pseudonymisez ou codez des données, le destinataire n'a plus des données personnelles en main. Donc la question, c'est mais comment on fait pour faire ce codage ou cette anonymisation? Et là, je souligne ici que le 1er novembre 2024, donc tout récemment, l'ordonnance relative à la recherche sur l'être humain a été mise à jour sur les exigences de codage. On verra que ça ne nous éclaire pas forcément beaucoup plus, mais ce que nous dit l'ORH ici à l'article 26, c'est que est réputé des données correctement codées les données pour lesquelles il faudrait déployer des efforts démesurés pour attribuer le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé à une personne précise. Vous voyez qu'on est vraiment sur ce caractère d'effort démesuré. Quels sont les efforts démesurés qu'il faudrait fournir pour identifier la personne? Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que le codage doit être effectué à l'aide d'une méthode conforme à l'état actuel de la technique. L'anonymisation, elle utilise aussi des termes similaires, c'est-à-dire que pour anonymiser des données personnelles, eh bien, le lien avec une personne identifiée doit être rendu impossible ou supprimé de façon telle qu'il faudrait déployer des efforts démesurés pour rétablir le lien avec la personne. Donc, on est de nouveau sur cette exigence d'efforts démesurés. Et on nous dit en plus, et ça c'est nouveau, c'est que l'anonymisation doit être effectuée à l'aide d'une méthode conforme à l'état actuel de la technique et alinéa 3 qu'il faut documenter. À partir de maintenant, quand on fait de l'anonymisation, il faut documenter la méthode utilisée pour l'anonymisation, y compris le risque de réidentification qui subsiste. Alors la question c'est, bon, très bien, mais alors comment on fait? Et là, malheureusement, moi, j'ai pas des solutions miracles à vous donner, surtout venant d'un juriste, donc c'est important de travailler ensemble entre juristes et scientifiques. Ce que je peux vous dire, c'est que
je le mentionnais avant au début, dans le cadre du réseau suisse de santé personnalisée, SPHN, il y a des travaux qui ont été menés aussi pour développer des approches qui permettent de calculer le risque de réidentification de données. Donc, c'est vraiment une approche multifactorielle ici. Ce n'est pas juste une étape technique. On se dit, juste le nom, on l'enlève, puis c'est bon. Donc ça, ce serait jamais suffisant pour des données de santé. Mais il faut prendre en compte la méthode de désidentification qui est utilisée, mais aussi les risques concrets, c'est-à-dire est-ce qu'on a pris, par exemple, des engagements contractuels avec la personne à qui on va envoyer des données pour lui demander de ne pas tenter de réidentifier les données, mais aussi peut-être utiliser des espaces sécurisés de données dans lesquels les opérations de traitement vont être effectuées. Et donc, l'ensemble de ces mesures permettra ensuite de déterminer si effectivement il y a un risque de réidentifier les données ou non. Donc, je vous invite à aller voir cet outil. Ce n'est pas un outil officiel, mais bon, pour l'instant, ça se présente essentiellement sous un fichier Excel sur lequel on peut entrer des variables pour obtenir un risque de réidentification, puis ensuite essayer d'aller travailler sur différents de ces différents facteurs pour essayer de réduire le risque de réidentification. Donc aujourd'hui, en Suisse, on n'a pas un seuil, de risque en disant c'est 1%, 0,6% de risque de réidentification. On a vraiment ce qu'on appelle une notion juridique indéterminée. On doit faire ce travail d'aller réduire le risque jusqu'à un risque de réidentification acceptable. Je mentionne aussi à ce stade que le fait d'avoir des données non personnelles, ça ne veut pas dire, donc c'est-à-dire anonymisées, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec, hein. Je le mentionne juste au passage. Il peut y avoir aussi des droits de propriété intellectuelle. Selon le type de données, ça peut être des droits d'auteur, il peut y avoir des secrets d'affaires ou des obligations contractuelles de confidentialité qui ont été signées avec la personne ou l'institution qui vous a envoyé des données. Donc, gardez juste en tête qu'on ne doit pas juste se concentrer sur la question de savoir si c'est des données personnelles ou non. Ensuite, il y avait une question qui demandait, est-ce qu'une donnée de santé est une donnée sensible par défaut? Donc, il faut savoir à ce stade-là que le terme donnée sensible, c'est quelque chose de bien précis en droit suisse. Si on prend la loi fédérale sur la protection des données, par exemple, on a une distinction pour certains types de données, on les considère comme données sensibles. C'est-à-dire qu'on va renforcer certaines exigences posées par la loi, comme le consentement, par exemple, qui doit être donné de manière expresse si c'est des données sensibles. Donc, c'est une protection générale qui est renforcée. Et parmi ces données sensibles, on trouve la catégorie de données de santé. Alors, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que presque toutes les données, finalement, personnelles pourraient, combinées avec d'autres données, devenir des données de santé, puisqu'elles permettraient de donner des informations sur la santé d'une personne. Je veux dire, même si on prend les informations du compte bancaire d'une personne, on pourra peut-être se terminer rien que le fait d'être plus riche qu'une autre a un impact donne des indications potentiellement sur l'état de santé d'une personne, c'est un fait. Donc, il ne faut pas pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. Évidemment, il y a un certain nombre d'auteurs qui veulent limiter ça. On doit quand même limiter à ce qui est effectivement des données de santé, et ces données-là sont des données sensibles. Maintenant, la question, c'était peut-être celle-là, c'est-à-dire, mais est-ce qu'une donnée de santé est toujours une donnée personnelle? Et maintenant, c'est vrai qu'on a une tendance à dire qu'il y a un côté illusoire, à se dire qu'on peut anonymiser des données de santé, tant elles sont liées, en fait, à la personne concernée. Et donc, à moins de faire de l'agrégation à haut niveau de données pour faire des statistiques et autres, on part plutôt sur des approches de pseudonymisation ou de codage des données plutôt qu'à une anonymisation. C'est en particulier le cas pour les données génétiques, par exemple. Je vois que le temps passe vite, si on va rester un peu garder un peu de temps pour discuter. Donc, j'avance, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter à la fin. Un autre aspect maintenant important, c'est la question de la réutilisation des données pour des activités de recherche soumises à la LRH. Donc, je vous ai dit que la réutilisation des données de santé pour faire de la recherche sur l'être humain tombait dans cette loi fédérale sur la recherche sur l'être humain. Et le principe, c'est que si on veut faire de la recherche sur des données de santé, réutiliser des données de santé qui ont été collectées dans des hôpitaux, par exemple, eh bien, cette recherche-là doit être autorisée par une commission d'éthique et, en principe, doit reposer sur le consentement des personnes concernées.
Alors, le consentement, il répond à une systématique qui est prévue dans la LRH pour la réutilisation des données de santé, qui s'applique aussi pour le matériel biologique. Et c'est une systématique aujourd'hui relativement complexe, c'est-à-dire qu'on va examiner la forme des données. Est-ce qu'elle est en clair? Est-ce qu'elle est codée ou pseudonymisée? Ce qui veut dire la même chose. Est-ce qu'elle est anonyme? La nature des données, est-ce que c'est des données génétiques ou non génétiques, mais aussi de la réutilisation envisagée? Est-ce que c'est à des fins de recherche en général? J'ai une petite erreur, une petite coquille ici, et sans E à général, ou pour une recherche spécifique. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails de ce tableau, mais comprenez que ce qu'on va appliquer, le plus fréquemment, c'est un consentement général. C'est ce qui peut s'appliquer pour la plupart des catégories de données. La loi permet aussi, dans certains cas, pour les données personnelles codées qui ne seraient pas génétiques, de prévoir juste un droit d'opposition, mais c'est quelque chose qui n'est pas appliqué dans les hôpitaux pour des questions éthiques, aussi par rapport aux distinctions entre les différentes catégories. Donc, le principe, c'est qu'on va s'appuyer sur un consentement général. Je viens juste après sur ce qu'est un consentement général, sauf pour certains types d'activités, qui est le dernier ici. Si on a des données génétiques en clair liées avec le nom, là, on peut seulement faire une recherche sur un projet de recherche en particulier. On doit demander le consentement spécifique pour chaque projet de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est le consentement général? Eh bien, c'est le fait pour un participant, et c'est ce qu'autorise la loi, de donner son accord pour une réutilisation de ces données, de ces échantillons, à des fins de recherche sur l'être humain, pour tout projet actuel ou futur, sans limiter le nombre de projets, sans se limiter à un projet de recherche en particulier. Donc, même si on ne le connaît pas, si peut-être que vous avez d'ailleurs déjà signé ce type de formulaire qui commence maintenant à se développer non seulement dans les hôpitaux universitaires, mais dans des hôpitaux cantonaux aussi, mais donc qui permet de déroger à ce qu'on appelle en protection des données au principe de finalité, c'est-à-dire que normalement, on doit seulement traiter des données pour un but particulier. Ici, on élargit cette condition à des fins de recherche en général. Je mentionne aussi qu'il y a un régime d'exception qui est prévu, puisque dans certains cas, on veut réutiliser des données de santé pour faire de la recherche, des données qui sont existantes, mais il est particulièrement difficile d'obtenir ce consentement, notamment le consentement général, par exemple parce que les données sont anciennes, ou bien alors ça demanderait, ou bien la plupart des personnes sont décédées. Donc si ça demande des efforts disproportionnés, on peut demander à titre exceptionnel ce qu'on appelle une demande selon l'article 34 de la LRH. Et là, il y a des conditions à respecter. Il faut demander l'autorisation à une commission d'éthique. Il faut que le consentement et l'information posent des difficultés disproportionnées ou raisonnablement, où on ne peut pas demander raisonnablement à la personne d'obtenir ce consentement. Et il faut aussi, ça c'est un point important, que les personnes concernées n'aient pas expressément refusé une réutilisation des données. Si c'est le cas, on ne peut pas réutiliser des données, même dans ce régime d'exception. Donc, une des questions qui se posait par rapport à ça, c'est de dire, mais le consentement lors du traitement de données personnelles sensibles, selon la loi cantonale sur la protection des données, et le consentement selon la loi relative à la recherche sur l'être humain sont différents. La LRH autorise un consentement général. En quoi est-ce différent par rapport à la loi sur la protection des données? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Le consentement général, ici, est prévu, permet, de par la loi, permettre des réutilisations en général sans qu'on fixe un projet de recherche en particulier. Et la LRH va expliquer exactement ce qu'il faut mettre comme type d'information, quelle information on doit donner aux patients qui consentiraient au consentement général. Par contre, dans les autres types de consentement, si vous prenez la loi fédérale sur la protection des données, par exemple, ou les lois cantonales, eh bien, on doit respecter ce principe de finalité, c'est-à-dire que quand on donne un consentement, ce consentement doit être non seulement libre, mais aussi éclairé, c'est-à-dire qu'on doit savoir assez précisément à quoi on consent. Et donc, le consentement, selon la loi cantonale, serait ici plus étroit. Je souligne quand même, à toutes fins utiles, que les lois cantonales donc les lois générales sur la protection des données, que ce soit des lois cantonales ou la LPD, prévoient quand même des régimes particuliers pour la recherche, la réutilisation à des fins statistiques qui permettent aussi des réutilisations un petit peu plus larges sous certaines conditions.
Il y avait une autre question qui était la conservation des formulaires de consentement. Comment doit-on conserver les consentements? Qui en a la responsabilité et combien de temps? Si on peut partir, pas une réponse précise, on peut partir que le formulaire de consentement constitue lui-même en fait des données personnelles. Et donc là, il faut se déterminer en termes de responsabilité qui est responsable pour ces données personnelles. Donc là, si on applique les théories générales, c'est l'institution même qui est responsable du traitement, de la conservation des données personnelles et donc qui est responsable de conserver les formulaires de consentement général. La question du combien de temps, elle va dépendre de différents facteurs. Là, on a un principe aussi général qui est le principe de proportionnalité qui dit qu'on doit conserver des données pour le temps nécessaire à une possible utilisation prévisible, mais pas au-delà. Et là, un des points qui est important, c'est de se dire, bon, bah, tant qu'on peut réutiliser, qu'on veut réutiliser des données, on doit évidemment conserver ces formulaires de consentement. Et puis après, le risque qui pourrait justifier une conservation de données, donc de ces formulaires de consentement, c'est qu'il y a un cas de responsabilité après un projet de recherche. Et là, le délai de prescription pour la responsabilité après un projet de recherche, il est de 20 ans. Donc, on peut partir du principe qu'il faut conserver ces formulaires de consentement aussi longtemps qu'on veut réutiliser des données, puis ensuite, jusqu'au dernier projet de recherche pour lequel utiliser, compter ensuite 20 ans. Donc ça, ce serait un petit peu la manière par laquelle je pourrais vous répondre là-dessus. Il y avait une autre question sur le dossier électronique du patient. Lorsqu'on parle de données génétiques ou de données médicales, notamment répertoriées dans le dossier électronique du patient, on dit que les données appartiennent à la personne. Lorsqu'un participant accepte de prendre part à une étude, est-ce qu'il cède le droit d'appartenance à ces données? La loi fédérale sur le dossier électronique du patient, LDEP, ne répond pas directement à ces interrogations. Donc là, c'est ce que j'ai dit avant. Donc il faut bien partir là. On a une question sur la LDEP, sur le dossier électronique du patient, selon la loi fédérale sur la protection des données. Ce qu'il faut, le point duquel il faudrait partir déjà, c'est qu'il n'y a pas un droit au sens juridique de propriété sur les données. C'est pas comme une voiture qu'on peut vendre, qu'on peut détruire, etc. On a plutôt en tant que personne des droits sur ces données qui sont liés droit à la personnalité. Et puis les législations, elles vont prévoir toutes sortes de droits, notamment un droit d'accès, par exemple, un droit de s'opposer à certaines formes de traitement. Donc propriété et droit sur la protection des données sont assez différents. Ici, donc, on peut partir du principe que ces droits de la personnalité sur les données continuent à s'appliquer sur la LDEP. Et puis, maintenant, ces droits, bon, bah, on a, je dirais, un responsable du traitement, c'est celui qui va tenir justement le dossier électronique du patient. Puis maintenant, la question, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut accéder à ces données? Aujourd'hui, la LDEP n'est pas très claire de se dire à quelles conditions on peut aller faire de la recherche sur ces données. Bon, de toute façon, le dossier électronique du patient n'a pas été prévu pour ça. Aujourd'hui, c'est des documents statiques assez compliqués, beaucoup de PDF assez compliqués à aller disons, sur lesquels il est assez difficile de travailler. Par contre, il y a un projet de révision qui vise à clarifier l'accès à ces données dans le DEP pour faire de la recherche et qui va reprendre les mêmes conditions en fait, que ce qu'il y a dans la LRH. Donc, c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire en fait, finalement, la personne peut décider de donner son consentement pour que des chercheurs puissent accéder à ces données dans le dossier électronique du patient. Je vois que il est moins le quart, donc je vais peut-être prendre encore 4 minutes si ça va pour essayer d'avancer un petit peu et puis traiter des quelques points qui restent. Il y a des questions aussi importantes en matière de protection des données entre les notions de ce qu'on appelle le contrôleur, c'est le responsable du traitement, et le processor, qui est j'utilise tellement les termes anglais, que le sous-traitant, par exemple, le sous-traitant des données, et ça va être important pour déterminer les responsabilités ici en termes de protection des données. Le responsable du traitement, c'est celui qui détermine, soit seul, soit avec d'autres, il peut y avoir différents responsables de traitement communs, joint controller, comme on les appelle, qui va déterminer seul ou conjointement les finalités et les moyens du traitement de données. Pourquoi on traite les données, comment on va traiter les données. Ça, c'est une responsabilité de responsable du traitement. Puis ensuite, on a le sous-traitant, celui qui va traiter des données personnelles, mais pour le compte du responsable du traitement. Donc, le contrôleur, le responsable du traitement, c'est vraiment celui qui est responsable à titre primaire face aux personnes
concerné. Il est en première ligne vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des personnes concernées par les données. Le processeur, le sous-traitant, lui, doit agir en fait conformément aux instructions du responsable de traitement, mais il peut évidemment poser des conditions de service pour offrir ses services de sous-traitant. Donc, du point de vue d'un contrôleur, on doit vraiment s'assurer que le sous-traitant il remplit toutes les conditions de sécurité suffisantes, notamment, ou c'est le prévu par la loi, parce qu'il y a aussi des conditions qui sont prévues pour la sous-traitance. Et je mentionne aussi que sous la loi fédérale sur la protection des données, si un sous-traitant décide de déléguer lui-même le traitement de données à un tiers, il doit obtenir l'autorisation du responsable du traitement. Et donc, il y a tout ça pour arriver à une question qui m'a été aussi posée. Si une HES Data Processor héberge des données médicales de patients d'un prestataire de soins, donc un data controller, on peut imaginer que ce soit un hôpital ou je ne sais pas, peut-elle les réutiliser à des fins de recherche en créant une base de données pseudonymisée, restreinte à sa haute école, voire ouverte à la communauté académique sans l'accord du data processor? Je pense que c'était du data controller ici, et oui, sans le consentement des patients. Quid si ces données sont anonymisées, sachant que la haute école détient tout de même des données non anonymisées? Et là, la réponse ici, pour moi, elle est assez claire, c'est-à-dire que c'est vraiment le responsable de traitement, donc le contrôleur, qui va peut-être sous-traiter le traitement de données à la HES, et c'est sans l'accord, je dirais, du contrôleur, la HES ne peut pas commencer de l'utiliser à des fins différentes. Donc elle agit, hein, la HES va vraiment agir ici sous le contrôle et pour le compte du data controller. Elle ne peut pas décider de modifier une finalité, de dire ah bon, moi je vais l'utiliser pour faire une base de données parce que c'est vraiment intéressant. Donc si elle veut le faire, elle doit absolument obtenir l'accord et se mettre d'accord avec le data controller. Ce serait une modification, je dirais ici, du but du traitement qui ne serait pas admissible sans l'accord du responsable du traitement, donc potentiellement l'hôpital. Ma réponse serait assez claire ici, ce serait non. Elle ne peut pas commencer de les prendre et puis de les anonymiser elle-même ou de les pseudonymiser, puis commencer à faire de la recherche si elle n'est pas instruite en ce sens-là par le data controller. Je vois qu'on arrive à la fin. J'aurais voulu vous parler encore d'autres questions qui m'avaient été abordées, mais je ne sais pas si on veut prendre des questions maintenant ou alors si vous voulez que je continue un peu.